bonsoir. C'est le troisième panel de la deuxième édition des forums économiques de la Sorbonne, dont le titre général que vous voyez s'afficher à l'écran est « Retour vers le futur ». Et quoi de mieux pour illustrer cela que la situation dans laquelle se trouvent les banques centrales face au phénix qui renaît à chaque fois de ses cendres, qu'il s'agisse de l'inflation ou de la stagflation dont on va parler, et de l'instabilité financière. Je suis Marc-Olivier Strauss-Kahn, modérateur et enseignant. Comme je suis très bavard, je vais parfois un peu faire plus que modérateur parce que je vais utiliser mon ancien rôle de banquier central. Mais mon rôle principal, c'est de vous présenter le panel que nous avons, composé de Aurore Lalucq, qui est la plus loin par rapport à moi, députée européenne, de Michala Markussen, qui est chef économiste du groupe Société Générale, et de Gilles Moec, qui est chef économiste de la compagnie d'assurance AXA. En bref, pour introduire ce propos, nous faisons face à deux chocs. D'une part, la pandémie et sa sortie, qui ont contribué par la disruption des chaînes de valeur à une hausse des prix, et puis la guerre en Ukraine, qui a accentué ce phénomène en faisant s'envoler l'inflation, plus de 8% pour la zone euro ce matin, au titre du mois de mai, et simultanément une baisse de la croissance. Au-delà du yo-yo boursier qu'on évoquera par certains aspects, il y a surtout la crainte d'un retour de la stagflation. La stagflation, c'est ce qu'on a connu dans les années 70, après les premiers chocs pétroliers, avec cette différence néanmoins que nous sommes dans un monde beaucoup plus globalisé, où les chocs sont beaucoup plus contagieux et où les dettes sur PIB, je l'illustrerai, ont beaucoup augmenté. On peut aussi se référer à la grande crise financière des années 2008-2012, avec toute l'incertitude qui l'avait accompagnée et l'effet récessionniste. À l'époque, il n'y avait pas eu de remontée forte de l'inflation, il y avait même eu une insuffisante inflation pendant longtemps. Une autre différence, c'est que la crise financière, cette fois-ci, a été évitée. Cela dit, l'inflation à laquelle nous faisons face n'est pas tirée que par la demande, mais par un choc d'offres. Et normalement, les banques centrales, la politique monétaire est moins bien armée dans ce cas-là. Par ailleurs, et enfin, la politique budgétaire ne peut plus soutenir autant qu'elle l'a fait pendant la période exceptionnelle du quoi qu'il en coûte. Et on peut s'interroger, c'est ce que vont faire les panélistes, sur les marges de politique économique et la combinaison de politique monétaire pour maîtriser les anticipations inflationnistes et de politique budgétaire afin de protéger les consommateurs contre la hausse des prix. Une illustration très rapide, dette publique sur le graphique, alors je ne sais jamais, donc de gauche. Au niveau mondial, la courbe du haut, c'est celle pour les économies avancées, et vous voyez qu'on se situe à des niveaux supérieurs à celui qui prévalait après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, comme vous êtes des économistes, vous savez que ce n'est pas tant le niveau qui compte, mais sa soutenabilité qui va dépendre du taux de croissance du numérateur et du dénominateur, donc du taux d'intérêt, par exemple nominal, et du taux de croissance. Tant que le taux d'intérêt est inférieur au taux de croissance, il n'y a pas trop de risque d'effet de boule de neige. Actuellement, c'est le cas. Les taux d'intérêt nominaux, même s'ils ont augmenté, restent bien inférieurs au taux de croissance nominal du fait de l'inflation. Mais ça n'est pas vrai pour tout le monde. Il peut y avoir des différences par secteur. Vous voyez que l'augmentation est importante aussi de la dette chez les entreprises et chez les ménages. Et puis, à l'intérieur de ces groupes, il peut y avoir de grosses différences. Donc, un journaliste américain disait « Quiconque n'est pas perdu ne comprend pas bien la situation ». Et il parlait dans les années 60. Ça s'applique un peu maintenant. Vous voyez, si vous arrivez à le percevoir, tout à fait à gauche, dans cette ville de gratte-ciel, on vous explique que pour échapper à la pandémie, il suffit de se laver les mains et que tout ira bien.
Mais derrière la vague de Covid arrivait un tsunami, celui du risque de récession ou de la récession qu'on a eue, et maintenant de l'inflation. Et puis il y a l'autre tsunami dont on parlera, celui des dettes. On peut être plus ou moins inquiet. Et celui qu'on a tendance à oublier, mais dont vous avez parlé, dont on a parlé au panel précédent, sur le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Je vais passer maintenant la parole à Gilles Moec. Merci beaucoup Marc. Bonjour à tous, bonsoir à tous et félicitations aux courageux qui ont décidé de se consacrer à la politique monétaire à 18h par une belle soirée de printemps où les terrasses sont accueillantes. Et puisque le titre nous invite à faire un retour vers le futur, je vais commencer par un retour vers le passé. Je vais commencer en fait par le souvenir radieux de la synthèse néo-keynésienne. Parce que la difficulté dans laquelle les banques centrales se trouvent aujourd'hui et dans laquelle les gouvernements se trouvent aujourd'hui, c'est celui de l'épuisement d'un modèle théorique qui a dominé totalement les politiques économiques pendant une période de 20 à 30 ans et qui arrive à épuisement sous le coup de la pandémie, de ce qu'on a dû faire dans la pandémie, et maintenant également du choc lié à la guerre en Ukraine et au choc supplémentaire sur les prix de l'énergie et les prix de l'alimentaire. Alors, petit retour sur la synthèse néo-keynésienne. Je ne suis pas académique, donc il y en aura parmi vous qui trouveront que c'est une présentation extraordinairement caricaturale que je fais ici. Mais la synthèse néo-keynésienne, telle qu'on l'a apprise pendant une vingtaine, une trentaine d'années, c'est un modèle du politique monétaire d'abord. Politique monétaire d'abord, c'est-à-dire c'est la politique monétaire qui guide le cycle. C'est la politique monétaire qui peut produire du réglage conjoncturel. La politique budgétaire ne règne plus, n'est plus l'instrument principal des politiques économiques, en tout cas de réglage du cycle. Alors pourquoi est-ce que la politique budgétaire est un mauvais instrument de réglage conjoncturel dans cet environnement théorique? Parce que, par exemple, elle est trop lente, parce que le temps nécessaire à la mise en place des décisions politiques qui vont aboutir à des décisions budgétaires, eh bien, le mal est déjà fait, le cycle est déjà derrière nous et on est en risque permanent de courir après une conjoncture plutôt que d'essayer de la régler. Ou alors on peut prendre une vision plus théorique des choses, s'intéresser à des mécanismes comme l'équivalence ricardienne, à laquelle personnellement je ne crois pas beaucoup, mais pour considérer que la politique budgétaire est presque immédiatement contre-productive. En tous les cas, on en arrive dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2010, à cette idée que la politique budgétaire est finalement sous-évaluée, mais que de l'autre côté, on a une politique monétaire qui peut répondre aux défis du réglage conjoncturel. Et pourquoi est-ce que la politique monétaire peut répondre aux défis du réglage conjoncturel? Parce qu'elle n'a pas les sources de blocage institutionnel que les gouvernements peuvent rencontrer. Une politique monétaire se décide facilement en petit comité, est facilement réversible, est également extraordinairement simple à faire passer, à communiquer. Et la politique monétaire dans les années 90-2000 bénéficie d'une très grande crédibilité. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à tuer l'inflation. À l'époque, on le pense de manière permanente en 1980, et il n'y a plus de conflit d'objectifs. À partir du moment où l'inflation qui correspond à l'état naturel de la conjoncture est égale à la cible d'inflation de la Banque centrale, eh bien la Banque centrale peut offrir du réglage conjoncturel, elle peut baisser les taux en période de base d'eau conjoncturelle parce que ça correspondra à un moment où l'inflation est faible, et au contraire, elle durcira les conditions de taux lorsque les conditions cycliques sont favorables, parce que l'inflation serait à risque de déraper. Donc on a une espèce de mécanisme magnifique, harmonieux, qui semble fonctionner, qui nous donne en fait les clés pour comprendre, en fait, pour conduire le cycle sans casse et sans douleur. Avec un petit bémol, qui est un bémol européen, ce que je décris là, cette dominance ou cette domination du modèle néo-keynésien, c'est en fait quelque chose qui a échappé un peu à l'Europe. Échappé un peu à l'Europe parce qu'à la même époque, dans les années 90, dans les années 2000, les banques centrales sont occupées à autre chose, elles sont occupées à réaliser l'union monétaire, et que lorsqu'on réalise l'union monétaire, eh bien, on ne s'intéresse pas beaucoup au réglage conjoncturel. Mais du côté de la Fed, du côté de la Banque d'Angleterre, ce modèle, cette synthèse néo-keynésienne, elle s'était imposée. Puis vint l'échec, que j'essaie de résumer de la manière suivante. L'échec provient essentiellement, à mon sens, du fait qu'au moment
où la politique monétaire semble être l'instrument de réglage conjoncturel évident, naturel, eh bien, le taux d'intérêt d'équilibre dans les économies développées s'écroule. Le taux d'intérêt d'équilibre s'écroule, pourquoi? Parce qu'il y a baisse du taux de croissance tendancielle dans nos économies, ça on le sait tous, ralentissement de la productivité, vieillissement démographique, etc., mais également de plus en plus préférence pour l'épargne. Et donc diminution du taux d'intérêt d'équilibre qui se rapproche dangereusement de zéro. Et on se retrouve avec une politique monétaire qui n'a plus d'espace. Qui n'a plus d'espace parce qu'elle est condamnée finalement à se lancer dans des politiques conventionnelles, non conventionnelles, très vite. Elle est condamnée par exemple à se lancer dans des politiques de QE très vite, parce que lorsque le taux d'équilibre est à zéro, eh bien par définition, vous ne pouvez plus utiliser les armes habituelles pour répondre à des risques conjoncturels lourds. Donc au moment où les banques centrales triomphent, leur capacité d'action, en fait, diminue. En revanche, ce que l'on va redécouvrir, et ça c'est le grand enseignement de la crise de 2008-2009 et années suivantes, c'est le fait que contrairement à ce qu'on avait pu penser, la politique budgétaire peut jouer un rôle central dans le réglage conjoncturel, et on l'a découvert en creux lorsqu'on a eu tort de mettre en place de manière collective en Europe essentiellement des politiques d'austérité budgétaire trop précoces en 2010-2011, ce qui a donné lieu à la crise souveraine et au ralentissement durable de la croissance en Europe. Donc, on revalorise la politique budgétaire et on dévalorise la politique monétaire à cause de cet écroulement du taux d'intérêt d'équilibre. Et là, on en vient à la situation dans la présente. Comment gérer une nouvelle situation dans laquelle on a un retour dans l'inflation? Parce qu'on était arrivé au moment de la pandémie à ce qui était probablement la crête de cette idée de dominance budgétaire dans laquelle on pouvait dire la politique monétaire ne sert plus à grand-chose, en tout cas dans sa capacité d'action directe. En revanche, elle peut jouer un rôle central dans sa capacité à rendre la politique budgétaire financièrement soutenable. Et c'est ce qu'on a vu au moment de la pandémie avec des banques centrales qui essentiellement servent à financer des déficits publics lourds. Ça marche tant qu'il n'y a pas de conflit objectif. À la minute où l'inflation revient, et l'inflation revient partout, eh bien cette absence de conflit d'objectif diminue, la Banque centrale ne veut plus jouer. Et donc on se retrouve avec une politique budgétaire à qui on demande énormément, une politique budgétaire qui fait face à une demande sociale quasiment infinie, de protection contre les risques traditionnels, mais qui sont des risques traditionnels qui s'accentuent avec le vieillissement démographique, avec des risques supplémentaires qui apparaissent, par exemple le coût de la transition énergétique. Donc énorme demande sur le budgétaire, mais avec une politique monétaire qui ne peut plus accommoder, qui ne peut plus rendre le financement de cet effort budgétaire possible. Alors ma conclusion, elle est très simple, elle est ouverte en forme de questions, dans laquelle je décris un environnement qui est tout sauf idéal. Moi je vois trois solution de sortie du blocage dans lequel on est aujourd'hui. Blocage avec demande énorme de politique budgétaire, incapacité de l'autre côté des banques centrales à continuer à accommoder. Première solution, la stratégie de tension. Et on le verra peut-être dans certains pays. Stratégie de tension, ce serait une situation dans laquelle le budgétaire continue quand même, continue de mener des politiques extraordinairement accommodantes, accumule des déficits, accumule de la dette, et finalement on met la Banque centrale au défi de relever ses taux. Vous ne le ferez pas, vous n'oserez pas le faire, parce que le risque politique et le risque économique sera trop important. Le risque de stabilité financière aussi sera trop important. Peut-être, mais pour que cette stratégie de la tension puisse avoir une chance d'aboutir, il faut garder à l'esprit que son épisode ultime, c'est l'arrêt de l'indépendance des banques centrales. Et avant d'en arriver là, je pense qu'on passerait par une succession de crises financières qui viendraient obérer totalement l'impact positif qu'une politique budgétaire de soutien pourrait avoir. Deuxième solution, le retour aux années 90. Alors moi, ça me régénérait, mais ce que j'appelle le retour aux années 90, ce serait une situation dans laquelle on accepte collectivement que et le budgétaire et le monétaire cessent d'être en permanence dans une situation d'avoir accommodé le moindre des chocs cycliques. Et c'est la situation qu'on a connue. Moi, j'ai commencé à travailler, je vais vous raconter mes histoires de boomer, en 93. C'était une crise, une récession forte. Le taux de chômage en France dépassait les 12%.
Et la politique monétaire, à l'époque, était entièrement tendue vers l'objectif de réalisation de la monnaie unique, pour d'ailleurs de bonnes raisons. Et la Banque centrale, à l'époque, remontait ses taux. Donc vous pouvez vous revenir dans une situation où on décide qu'on ne peut plus accommoder le moindre choc conjoncturel. La différence avec les années 90, c'est que notre corps social, notre corps politique est beaucoup plus hystérisé qu'il ne l'était il y a 30 ans. Et je ne suis pas sûr que nous ayons les conditions politiques d'un tel benign neglect de la part des autorités budgétaires et monétaires. Puis dernière solution, la stratégie de diversion. C'est-à-dire une situation dans laquelle le budgétaire accepte de ne plus accumuler de déficit ou ne peut plus en accumuler parce qu'il sait que la Banque centrale ne va pas l'accommoder et reporte la responsabilité sur d'autres. Sur d'autres, ce sera par exemple le secteur des entreprises auquel on va demander davantage dans le financement de la transition énergétique, dans des augmentations de salaire, dans des réalisations réglementaires. Le risque, parce que ce sont des stratégies qui ont déjà été connues dans les années 60-70, c'est d'arriver à un appauvrissement du système productif. Donc, ma conclusion est finalement assez triste, mais j'en viens en général à ce type de conclusion, à savoir, nous sortons d'une période presque bénie dans laquelle nous avons eu l'illusion de politique économique absolument toute puissante. Nous arrivons au bout, et à la fin de cette période de quelques années de toute puissance des politiques économiques, eh bien, nous découvrons des choix qui sont des choix tous sauf idéaux. Mais c'est sans doute, malheureusement, le quotidien des économistes. Merci beaucoup. Merci. Je passe donc la parole à Aurore. Eh bien, bonsoir à tous. Moi aussi, je comptais vous faire une blague pour vous détendre en vous disant que c'est quand même pas banal d'être là un soir où il fait beau pour parler de politique monétaire, mais ça a déjà été fait. En fait, c'est la blague qu'on fait à chaque fois, j'ai l'impression, pour détendre l'atmosphère. Je vais arriver, je pense, à des conclusions assez différentes. Et je ne pense pas qu'on soit totalement en désaccord, mais finalement, nos conclusions elles vont être différentes. Moi, je pense qu'au contraire, c'est le retour des politiques économiques. En gros, la situation... Alors, on parle beaucoup de stagflation. Est-ce qu'on est dans une stagflation qui est comparable à celle des années 70 ? Non, à mon sens, pas du tout. C'est-à-dire qu'on est dans une situation effectivement inflationniste qui n'a pas les mêmes origines. Premièrement, il y a un choix politique qui est fait derrière cette inflation, qui est le choix, par exemple, d'augmenter le prix du carbone. Ça, de toute façon, c'était là. Et c'était parfaitement prévisible et on a mal anticipé ce point-là, à mon sens. Deuxièmement, effectivement, on a une augmentation de la demande énergétique, on a des chaînes de production qui ont été quand même assez chamboulées ces derniers temps. Il faut que tout ça se remette en route, ce qui crée effectivement aussi un phénomène inflationniste. On a la guerre en Ukraine, avec toutes les conséquences terribles que l'on sait. Et puis on a un effet qui est un effet PQ, un effet papier toilette. Du début de confinement, voilà, où en gros, on a tous, il y a plein de pays qui ont peur qu'on leur coupe le gaz et le pétrole, et à juste titre, et ils ont peur aussi qu'il y ait une augmentation des prix, ce qui fait que, hop, on se dépêche de remplir les cuves, et ça crée, in fine, une augmentation du prix de l'énergie. Donc voilà un peu dans la situation dans laquelle on se trouve. Après, tout le monde n'est pas impacté de la même façon. Les entreprises ne sont pas impactées de la même façon que les ménages. Et du côté des entreprises, il y a quand même des marges, me semble-t-il, puisqu'on a eu des marges assez importantes qui ont été faites, notamment en 2021. En revanche, c'est côté ménage que le bas blesse. Après, la question est de savoir, est-ce qu'on est face à un choc de l'ordre conjoncturel ou structurel ? Moi, ma réponse serait de dire les deux, mon capitaine. On a un problème conjoncturel qui est lié effectivement à un choc géopolitique qui va durer et qui aura des conséquences durables d'ailleurs. Il y a des choix politiques aussi qui sont là, pas des choix de l'ordre du structurel. Donc, en fait, on est dans un moment où on a un petit peu les deux, choc conjoncturel et structurel. Et puis, quand il y a un problème, de type inflationniste, on regarde quoi ? On regarde la Banque centrale européenne. Et à juste titre, puisque la Banque centrale européenne, tout son mandat, pendant des décennies, ça a été de dire inflation, inflation, inflation. C'est l'obsession. Sauf que la Banque centrale européenne n'est en fait pas vraiment outillée pour faire face à l'inflation. Elle se trouve dans une zone déflationniste, structurellement, ce qui fait qu'elle peut nous faire du quantitative easing à fond. Elle est en fait dans une situation où elle n'est pas capable de créer vraiment d'inflation. Et en même temps, quand elle a de l'inflation, la pauvre, ce n'est pas de l'inflation sous-jacente, ce n'est pas de l'inflation sur laquelle elle peut agir, c'est de l'inflation
importer de l'inflation par l'offre sur laquelle elle ne peut rien faire, parce qu'un taux d'intérêt ne peut rien faire face à ce type d'inflation. Donc elle se retrouve dans une situation, je trouve, extrêmement délicate. Et comme c'est la seule institution que nous avons au niveau européen, en fait, c'est notre seule institution fédérale, on lui demande tout. À la Banque centrale, on lui demande de faire la politique monétaire, on lui demande aussi de faire la politique budgétaire, parce qu'on a été capable au niveau européen de créer une monnaie sans budget. C'est quand même pas banal quand on y pense. Je pense que si on est économiste, on se pince pour se dire qu'on a réussi à créer une monnaie sans budget. Ben, on a été capable de le faire quand même. Donc on a un budget qui est de l'ordre du 1% du PIB européen, qui est un budget qui est moins important que le budget français, alors que l'économie, effectivement, est bien plus importante. Donc la Banque centrale européenne, quand elle a un problème, elle ne peut pas compter sur le budgétaire. Et en fait, elle doit tout faire. Elle doit faire la politique monétaire, la politique budgétaire, et en plus, là-dessus, elle doit faire aussi la stabilité financière. Et en plus, là-dessus aussi, son vrai mandat, dont on parle finalement relativement peu, c'est quand même la gestion des spreads, en vrai. Et en fait, elle ne peut pas toucher comme elle veut au taux d'intérêt. Les spreads, ce sont les écarts de taux entre pays auxquels on emprunte. Le bon élève, c'est l'Allemagne. Le mauvais élève, en gros, c'est l'Italie. Et à chaque fois qu'on a une légère augmentation des taux d'intérêt ou qu'on a une déclaration un tout petit peu ambiguë ou maladroite de Christine Lagarde, les marchés tout de suite vont commencer à réagir et on va avoir des écarts de taux entre l'Italie et l'Allemagne qui vont se creuser. Ce qui fait qu'on met la Banque centrale européenne, je trouve, dans une situation extrêmement difficile où elle doit faire plein de choses contradictoires. Alors pendant des années, on nous a dit que il y a des accidents sur ma droite, que la Banque centrale européenne n'allait jamais augmenter ses taux d'intérêt. Jamais. Moi, je me suis toujours mise en porte-à-faux par rapport à cette affirmation. C'est faux. Je veux dire, on savait très bien que s'il y avait une surchauffe côté américain et que les États-Unis augmentaient leurs taux, de toute façon, la Banque centrale se retrouverait dans une situation où elle serait obligée d'augmenter ses taux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, elle le fait avec énormément de prudence. Et même si je ne suis pas du même bord politique que Christine Lagarde, franchement, j'admire le sang-froid de la Banque centrale européenne aujourd'hui, qui fait vraiment une politique très minutieuse où elle essaye de faire du mieux qu'elle peut, mais elle est mise dans une situation où, de toute façon, elle sera obligée, à mon sens, d'augmenter ses taux d'intérêt. Donc, face à l'inflation, en fait, la Banque centrale européenne, qui est notre seul outil côté européen, ne peut pas faire grand-chose à court terme. À long terme, moi, je vois plusieurs solutions. La première, c'est un verdissement de la politique monétaire, c'est-à-dire un verdissement soit des actifs qu'elle accepte en collatéraux, soit des refinancements, disons, traditionnels, soit des politiques de refinancement de long terme. C'était une proposition, quand on en parlait côté Parlement européen, à la Banque centrale européenne, on nous regardait avec un petit peu de mépris. Puis ça a commencé à prendre un peu mieux et là Christine Lagarde encore aujourd'hui vient de dire que c'était une proposition qu'elle ne lâcherait pas manifestement, même si on a des résistances évidemment et c'est logique du côté du board. Ce serait utile pour pouvoir impulser la transition écologique et notamment l'investissement dans les renouvelables au niveau européen. Côté stabilité financière, je suis plutôt en faveur, comme d'autres d'ailleurs côté Parlement européen, à avoir une modulation des exigences de fonds propres en fonction de l'exposition du risque des fossiles. Je pense que c'est utile à un moment parce que le premier risque que nous avons d'un point de vue systémique, c'est le risque climatique. Et ensuite, il nous faudra un budget. Il nous faudra un budget. Et c'est là où, pour le coup, je suis beaucoup moins d'accord. C'est-à-dire que la politique budgétaire n'est pas morte, en tout cas au niveau européen. Et ça doit être que le début. Et il nous faut aussi une fiscalité. Parce que pour avoir un budget, il y a un truc tout bête, il faut une fiscalité. Or, au niveau européen, nous avons la règle de l'unanimité qui nous bloque sur ce sujet. On a fait passer l'accord au CDE, on a une directive qui est en cours et qui est bloquée par un État, qui est la Pologne. Voilà. Donc à chaque fois qu'on a des propositions côté fiscalité pour alimenter un budget, on est toujours bloqué par cette fameuse règle de l'unanimité. Donc il nous faut fiscalité, du budget pour pouvoir aider un maximum les Européens et faire face à cette inflation, mettre en place la transition écologique
Et en conclusion, j'espère que je n'ai pas été trop longue, en conclusion, je crois qu'au contraire, on est un petit peu en train de réinventer l'eau tiède en termes d'économie. C'est-à-dire qu'après des moments hyper idéologiques, on nous a parlé d'indépendance des banques centrales, etc., c'est quand même une invention fondamentalement néolibérale, hein, sincèrement. On est en train de se redire que ouais, en fait, il faut faire de la politique monétaire, il faut de la politique budgétaire, il faut de la fiscalité. Et par ailleurs, sur la question de l'indépendance des banques centrales, j'ai un profond désaccord. Elles ne sont pas indépendantes, nos banques centrales. Elles sont fondamentalement liées aux États, et encore plus depuis qu'on a eu des politiques de rachat d'actifs. De toute façon, maintenant, leurs destins sont fondamentalement liés. Donc voilà. Et dernier point, attention à politiquement, la question de la stagflation peut être souvent utilisée pour justifier de la pression à la baisse sur les salaires. On en a eu assez au niveau européen. Donc, je ne crois pas aujourd'hui qu'on soit du tout dans une situation comparable à celle des années 70 sur les effets, d'entraînement de l'inflation par une augmentation des salaires. Le rapport de force entre les salariés et le patronat, c'est pas ça, Alain, ça existe en économie, n'est pas du tout le même. Et je pense que là, l'augmentation des salaires ferait plutôt du bien à l'économie. Merci Aurore. Troisième point de vue, celui de Michaela Markussen. Merci beaucoup. Et vu qu'on est en train de mettre un peu nos souhaits européens, je vais me rejoindre là-dessus. Mais tout d'abord, je tiens à remercier pour l'invitation d'être ici aujourd'hui, parce qu'effectivement, dans ma liste de souhaits pour l'Europe, une union fiscale, et c'est peut-être mon côté nordique un peu austère, j'étais ravie de vous entendre parler aussi des rentrées fiscales et pas seulement des dépenses, parce que je pense que c'est effectivement quelque chose de très important. Et moi, sur ma liste de souhaits, et je pense que c'est quelque chose de très important, vous avez évoqué le besoin de financer la transition climatique. Je pense que c'est extrêmement important. Elle doit se faire, bien sûr, en partie par des moyens publics, mais il y a une très grande partie qui doit se faire par des moyens privés, et notamment au niveau des entreprises pour ce financement. Et d'une manière générale, pas que pour la transition énergétique, mais je pense que ce qui est très important pour l'Europe aujourd'hui, c'est aussi de finaliser l'union bancaire et de créer une véritable union des marchés des capitaux. Et quand je suis sur ma liste aussi de souhaits, je rajouterai là-dedans aussi une véritable union énergétique qui pourrait être aussi une véritable levier pour l'Europe. Et quand on pense à toutes ces idées, qu'est-ce qu'on voit finalement? On voit des formidables transformations structurelles, et finalement, tout ça, ça peut aussi nous créer des chocs d'offres positives. Donc, je voulais commencer avec, je pense que j'avais une graphique avant, mais peut-être... oui. Donc, je voulais juste commencer avec cette graphique. Marc-Olivier a fait référence tout à l'heure. Quand on parle de la dynamique de la dette, finalement, on parle de cette relation entre taux long et croissance économique, ou taux tout court, entre la croissance économique et les taux. Et c'est vrai que quand on regarde la photo, j'ai pris les États-Unis pour la simple raison qu'ils ont des séries historiques très longues et très cohérentes des coûts, parce que c'est vrai que nous, en Europe, notre union monétaire, elle est là depuis 1999. Et quand on doit choisir en Europe quel taux d'intérêt on doit regarder, il faut choisir quel pays on veut regarder en réalité. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que finalement, quand on regarde la photo, on voit une croissance économique, on voit un taux d'intérêt. Et dans la plupart des périodes, le taux d'intérêt a été inférieur à la croissance. Bien sûr, il y a quelques exceptions, mais on voit quand même plutôt une dynamique qui a été agréable. Maintenant, ce qui est difficile dans ce type de dynamique, il ne faut pas oublier que ces photos ne sont pas statiques. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir des moments où les dettes s'accumulent sur une période à un certain taux d'intérêt et doivent être repayées sur une autre période avec une autre dynamique. Donc, quand on regarde ce type d'images, il ne faut pas oublier qu'il y a la dynamique de temps qui joue là-dedans, le moment de l'accumulation de la dette et le moment des repaiements des dettes qui jouent dans toute cette dynamique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on est dans une situation, entre guillemets, plutôt rassurante, parce qu'on a des taux qui sont plutôt bas,
une dette qui a été accumulée avec un niveau de taux bas. Mais l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que si on va vers un régime de taux structurellement plus élevé, qu'au moment de refinancer la dette, si on n'a pas une croissance qui suit suffisamment avec, qu'on peut se trouver dans des difficultés. Et il y a un autre point très important pour la stabilité financière, c'est que ces taux réels très bas ancrent aussi les prix des actifs. Maintenant, mon argument, ce n'est pas de dire qu'il faut garder les taux bas pour soutenir les prix d'actifs. Il faut juste être conscient que si on imagine une remontée des taux très fort, très brutale, la conséquence, ça peut être, et on commence déjà à s'inquiéter un peu là-dessus aux États-Unis, un fort ajustement sur les prix d'immobilier. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Après, c'est toujours cette idée d'un équilibre, de passer d'une étape à une autre, et d'une préférence d'une manière parfaitement lisse. Mais ce qui est très difficile dans la situation aujourd'hui, et je passe à mon diagramme suivant, c'est qu'on ne sait pas où on est. C'est ça la réalité. Est-ce qu'on est dans un choc de stagflation? Est-ce que c'est un état transitoire? Est-ce qu'on va aller retour vers ce qu'on a connu avant, la fameuse discussion sur le secular stagnation? Est-ce qu'on va finalement voir des forts changements au niveau de nos sociétés, qu'on pourrait même imaginer des chocs positifs sur l'offre? Donc, on a des tas de choses. Donc, j'ai essayé de faire un diagramme ici, juste pour vous résumer tout ce qui bouge en même temps. J'ai la chance d'avoir dans mon équipe beaucoup des ingénieurs, et chaque fois que je montre cette image, ils m'expliquent mais c'est très facile, ça ne tourne pas en rond. Donc, heureusement, moi, je suis économiste, donc je n'ai pas besoin de me préoccuper Non, je plaisante. Mais je pense que ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il y a effectivement énormément de frictions. Si on prend au niveau des entreprises aujourd'hui, il y a toute une réflexion sur leur stratégie digitale, sur la sécurité et l'organisation de leur chaîne de valeur. Avant, on était dans une logique de just-in-time supply chain. Maintenant, les entreprises souhaitent avoir d'abord une véritable visibilité, donc ce qu'on appelle, pardon, j'ai fait un peu d'anglais, end-to-end visibility. Et il y a vraiment cette idée, en plus, de vouloir mieux maîtriser la sécurité dans cette chaîne de valeur. C'est vrai que pendant la crise, pendant les pires moments de la pandémie, soudainement, les entreprises trouvaient et découvraient des dépendances qui ne savaient même pas exister dans leur chaîne de valeur. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Il y a toute une tendance aussi à réfléchir au niveau des entreprises à l'empreinte carbone de cette chaîne de valeur aussi. D'ailleurs, ce n'est pas au hasard que vous pouvez voir que j'ai mis la transition climatique au cœur de cette réflexion. Et après, il y a un véritable challenge aussi, et ça, c'est sur les main-d'œuvre, d'avoir la bonne main-d'œuvre avec la bonne formation au bon moment. Et ça, pour moi, c'est un des clés qu'on sous-estime souvent dans la transition climatique. On parle beaucoup de l'importance de la finance, et je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier que la transition climatique, c'est un formidable choc sectoriel, et il va falloir qu'on ait des politiques en place qui nous assurent une mobilité professionnelle très importante pour ne pas se trouver dans des situations où il y a des secteurs qui manquent de main-d'œuvre et des secteurs qui sont en excès. Consommateurs aussi, des véritables changements, des nouvelles idées dans la consommation. On écoutait la fin de la dernière session et effectivement, il y avait une des questions plutôt des pensées dans une vision d'une économie circulaire. On fait maintenant plus de télétravail. Donc, il y a beaucoup de nouveaux comportements des consommateurs qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut prendre en compte aussi. Après, même au niveau de la Banque centrale, il y a une vraie réflexion. Effectivement, cette année, on s'attend à des annonces de la part de la BCE sur comment elle prévoit d'intégrer les critères climat dans sa politique monétaire. Et ça peut être très important. On voit aussi une réflexion à la Banque centrale sur la monnaie digitale. Et là, c'est un sujet tout en soi, mais c'est un véritable changement structurel. Et finalement, on voit aussi les gouvernements même qui réfléchissent à une nouvelle stratégie. Donc,
quand vous voyez tous ces morceaux qui bougent, de pouvoir répondre exactement dans quel régime on va être par quel moment, je trouve que c'est extrêmement difficile. Et moi, ma vision, c'est plutôt qu'on va, en tout cas, vers des régimes beaucoup plus volatiles, je pense, en transition, que ce soit en termes de prix ou en termes de cycle économique. Et qu'est-ce que ça veut dire, un régime beaucoup plus volatile? C'est un régime où il y a beaucoup plus de risques d'instabilité. Et dans ce type de régime, il faut vraiment qu'on pense à une politique économique qui peut d'abord nous aider à réduire ces risques. Donc, moi, je pense que les réformes structurelles qu'on a un peu oubliées pendant certains moments, je pense que c'est quelque chose qui est très important dans ces cadres, et notamment tout ce qui concerne les marchés du travail, la mobilité professionnelle, l'éducation. Pour moi, c'est vraiment des éléments clés. Et également, dans ces cadres, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité, de savoir qu'on n'est pas forcément sûr où on est en réalité, que ce soit en termes de politique monétaire, que ce soit en politique budgétaire. Et là, effectivement, il faut vraiment qu'on réfléchisse. Je voulais partager avec vous ce que je trouve a été un grand succès européen, mais et avec beaucoup des erreurs côté outre-Atlantique. Quand on regarde la réponse de la politique budgétaire aux États-Unis à la pandémie, finalement, ça a été une relance politique budgétaire qui était loin supérieure à ce qu'il fallait pour assurer la sûreté des revenus des ménages. Et donc, il y a eu vraiment cet excès. En plus, elle a été mal distribuée en travers des ménages. Et à mon sens, une partie de la problème de l'inflation qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis vient de cette politique budgétaire mal calibrée. Or, en Europe, on a plutôt une politique budgétaire qui a été bien calibrée. Après, on peut discuter dans les détails, mais dans son ensemble, elle n'était pas mal calibrée, ce qui explique aussi, même si on voit quand même une remontée de l'inflation sous-jacente aujourd'hui en Europe, on voit qu'on n'a pas été face à ce même type de choc. Seul problème, on vit dans le même monde que les Américains, et bien sûr, quand il y a un choc aux États-Unis, elle se traduit aussi en Europe en partie. Maintenant, bien sûr, toute la choc inflationniste, ce n'est pas la faute des Américains. Attention, guerre en Ukraine, pandémie, tous ces chocs, ça, bien sûr, ça n'a rien à voir. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir cette idée en tête. L'autre chose très importante, c'est qu'on voit aussi qu'on a géré nos politiques sur les marchés du travail très différemment. En Europe, on a plutôt préféré aider les entreprises, en moyenne, à garder leurs salariés pendant les périodes de confinement. Or, aux États-Unis, tout au début, il y a eu une véritable vague de licenciements, très bien, mais vous imaginez bien les frictions que ça crée quand on veut recruter tout le monde en même temps, ça crée de formidables frictions. Et donc, je pense que quand on réfléchit à notre politique économique à l'avenir, on peut quand même tirer un certain nombre de leçons de ces erreurs en se disant que, et je pense que c'est un des dangers qu'on a aujourd'hui, juste de faire la relance budgétaire, ce n'est pas gratuit. Et quand on veut faire une relance budgétaire, il faut bien penser à comment on va les faire distribuer. Les risques autrement, c'est effectivement qu'on va vers des régimes qui vont devenir encore plus stables, avec plus de crises. Et ça, je pense que c'est vraiment des éléments à prendre en compte. Donc, j'avais une dernière graphique, mais je pense qu'on... On va montrer le dernier graphique. La technologie... Voilà. Donc, ce que je voulais juste vous montrer pour conclure aujourd'hui, c'est les croisées de chemin très critiques sur lesquelles on se trouve aujourd'hui. Là, vous voyez les anticipations des croissances pour 2022 et 2023, j'espère. Voilà. Et ce que vous pouvez voir, c'est les prévisions des économistes à différents moments, chaque mois dans l'année. Et on voit ce que récemment, les anticipations des croissances sont en train de baisser, en même moment où les anticipations d'inflation augmentent. Et attention à l'échelle, hein. Les échelles ne sont pas les mêmes. Ça, c'est une bonne astuce des économistes. Vous choisissez bien vos échelles, vous choisissez bien vos dates. Vous pouvez prouver presque tout avec les fameuses parallèles charts. Tout, voilà. Je
Je pense que Patrick Artus, il a une année prouvé la dépendance, la fonction de la croissance économique en fonction du nombre des animaux domestiques par ménage. Donc, voilà la solution, il faut plus de chats et de chiens. Non, mais plus sérieusement, vous voyez cette croisée des chemins ici, et ça, c'est très important, parce que vous pouvez comprendre dans cette situation la grande difficulté auquel les banques centrales se trouvent aujourd'hui, comment ralentir l'inflation et éviter les risques de l'inflation au même moment où les perspectives économiques se ralentissent. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Michala. Je vais donner la parole tout de suite à Gilles Moec parce qu'il était le premier à s'exprimer. Il n'a donc pas pu intégrer ce qu'avaient dit les autres. Ça a été possible pour Aurore et Michala a fait un compliment à Aurore. Une réaction immédiate de Gilles? Merci Marc. Alors, si vous me voyez jouer avec mon téléphone, c'est parce que je prends des notes dessus, c'est pas parce que je fais autre chose. Je voulais réagir sur 3 points. 1, la nature du choc. 2, la question inflation-climat. Et en 3e lieu, la question du système institutionnel. La nature du choc, et ça a été très bien dit par Michala, où sommes-nous? On ne sait pas très bien où on est. Et c'est vrai que c'est extraordinairement compliqué à décrire la situation en temps réel, mais autant dans le cas européen, je concéderais tout à fait à Aurore l'idée que pour l'instant, l'idée d'une inflation dominée par la demande et dominée par des augmentations de salaire ne tient pas. On verra où on en est dans 6 mois, mais pour l'instant, elle ne tient pas. En tout cas, dans le cas américain, on n'est plus dans une inflation qui est simplement une inflation exogène dominée par les prix de l'énergie. Et malheureusement, compte tenu de la dominance du marché américain, si la Fed réagit comme elle doit réagir lorsqu'il y a un choc inflationniste de demande, il y aura augmentation des taux aux États-Unis et par ricochet, il y aura augmentation des taux en Europe. Et ça, c'est totalement indépendant de ce que la BCE pourra chercher à faire. Deuxième point, ça a été évoqué plusieurs fois et c'est vrai que c'est important, cette liaison inflation-climat ou banque centrale climat. Alors moi, j'ai beaucoup de sympathie pour l'idée qu'il faut verdir. J'appelle ça la plomberie de la Banque centrale. Je suis ancien banquier central moi-même, donc il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais dans l'idée de verdir le collatéral. Tout cela est très sympathique. Mais pour moi, la question de fond à laquelle la Banque centrale, pour l'instant, à ma connaissance, n'a jamais répondu, c'est quelle est sa réaction face à un choc structurel d'inflation dominé, entraîné par la transition énergétique. Si la transition énergétique se traduit pendant 10 ans, pendant 20 ans par une augmentation tendancielle des prix, ce qui est possible, que fera la BCE? Considérera-t-elle qu'il s'agit d'une espèce de choc d'offre permanent contre lequel il ne s'agit pas de réagir? Autrement dit, est-ce qu'elle acceptera une espèce d'overshooting permanent de l'inflation, ou est-ce qu'au contraire, elle cherchera à faire absolument rentrer l'inflation dans les clous de 2%? Et ça, pour le coup, c'est silence radio de la part de la BCE. Pour moi, c'est ça la vraie question qui se pose à elle, plus que la question du collatéral. Troisième élément, c'est sur le système institutionnel européen. Et là, je suis absolument d'accord avec mes deux collègues aujourd'hui. On fonctionne avec un système institutionnel européen incroyablement incomplet. Et je rejoins parfaitement Aurore sur le plan qu'on demande à la Banque centrale un peu tout et son contraire et de gérer des demandes qui sont parfois contradictoires avec des instruments qui ne sont pas en général faits pour cela. Un seul point. Au mois de juin, moi j'avais l'espoir qu'à la suite des demandes qui sont quand même très claires et très explicites de la France et de l'Italie, on aurait un plan Next Generation 2.0, cette fois-ci pour la gestion de la transition énergétique, ou pour être plus précis, de gestion du choc supplémentaire créé par l'augmentation des prix de l'énergie à cause de la guerre en Ukraine. Pour l'instant, ça ne vient pas. Et ça, c'est un énorme trou dans la raquette. C'est-à-dire qu'on va fonctionner avec un risque de vulnérabilité fort sur des pays, sur des signatures dont on a parlé, par exemple l'Italie, sans ce surcroît de soutien, ce surcroît d'approche collective dont on aurait besoin. Mais là, ce sera peut-être mon coup de pied méchant de conclusion finale. Plus en France on parlera de revenir sur les dépenses de la Banque centrale, moins l'Allemagne sera ouverte à des progrès en matière de socialisation supplémentaire budgétaire européenne. Plus on agite cette question, qui est absolument culturellement déterminante en Allemagne, moins on aura de chances d'aboutir, à mon avis, sur la question qui pour moi est absolument primordiale, qui est celle d'aller vers plus
de socialisation budgétaire en Europe. Merci. Alors, il y a sur cette table 2 anciens banquiers centraux, mais il n'y a pas de banquier central en charge. Donc, je me suis dit, ce n'est pas très équilibré, et je vais abuser de mon rôle de modérateur pour présenter en une diapo ce que je suppose aurait répondu un banquier central, ce que j'étais encore il y a 3 ans. Et ce sont des réponses préliminaires. La première, c'est on n'est pas encore dans la stagflation, il y a toujours de la croissance, même si elle est moindre. Le deuxième, c'est que l'essentiel du rôle de la Banque centrale, c'est d'éviter un désancrage, une envolée des anticipations inflationnistes. Et là, on peut quand même être un peu inquiet de ce que derrière le 8% affiché, qui tient compte des prix de l'énergie, l'inflation sous-jacente, elle, commence à augmenter quand même. Pas autant qu'aux États-Unis, mais commence à augmenter. Donc, il faut y faire attention. L'eurosystème va s'engager, comme il l'a fait dans le passé, à ramener l'inflation autour de 2% à l'horizon de 2 ans, puisque la politique monétaire, elle peut se décider très rapidement, à la différence de la politique budgétaire, mais elle met un certain temps pour agir. Et il faut reconnaître que les conditions monétaires sont extrêmement accommodantes et anormalement favorables par rapport à l'inflation, y compris sous-jacente, que l'on a actuellement. Donc il est logique d'augmenter les taux d'intérêt et de les ramener, de normaliser la situation. Et dans cette normalisation, aussi bien Christine Lagarde que le gouverneur de la Banque de France se sont exprimés et ont mis en avant 3 éléments, 3 principes. Premièrement, celui de la progressivité, parce qu'on est dans une situation d'incertitude. Je ne me référerai pas à Brainard, etc., mais on le sait que dans ces cas-là, il vaut mieux faire les choses pas à pas, d'autant qu'on ne sait pas quel est le niveau de ce fameux taux neutre qui probablement va ou pourrait être amené à remonter. Deuxièmement, l'optionnalité, c'est-à-dire que si tout à coup il y avait une envolée persistante de l'inflation au-delà de ce qui était prévu, réagir vite. Ou à l'inverse, si une récession se concrétisait, il faudrait réagir également. Et enfin, le troisième, la flexibilité pour éviter un sujet qui était sous-jacent dans ce qu'on a dit, qui a été évoqué, et qui est ce problème des spreads. On a une seule politique monétaire pour plusieurs pays, et on en voit tous les avantages. Il peut y avoir aussi des inconvénients. Et on sait que s'il est normal qu'il y ait une différence entre les taux à long terme de l'Italie et de l'Allemagne, pour autant, ils ne doivent pas devenir trop inquiétants comme en 2012 et mettre en jeu la survie de la zone euro. Pour cela, il existe quand même toute une panoplie et un bilan qui, même si on arrête le quantitative easing, les rachats de titres, permet quand même, en réinvestissant, notamment la partie qui était la plus récente et qui était liée à la pandémie, à la mesure qui s'appelle PEPP, pour la mesure concernant cette pandémie, de réinvestir plus particulièrement sur des pays qui pourraient être menacés. Mais la politique budgétaire va aussi devoir jouer son rôle. Je reviens là-dessus. Elle a été évoquée auparavant. Et Jean Pisani-Ferry a fait un article hier dans Les Échos où il soulignait l'importance qu'elle pouvait avoir en protégeant le consommateur de certaines hausses des prix. C'est ce qui a été appliqué en France et qui a permis que l'inflation en France soit à 5% au lieu des 8% que j'avais évoqué pour la zone euro. Alors après, il y a un côté track record, c'est-à-dire que le Conseil des gouverneurs, la BCE, a montré que dans des circonstances exceptionnelles, dans des situations inédites, elle avait su innover. Donc, je ne lui donne pas un chèque en blanc, mais je suppose qu'il y a des choses qui pourront te faire. On est peut-être un peu dur lorsqu'on dit qu'il y a un silence radio de la BCE, et là tu parlais plus du long terme, sur la transition. Il y aura, c'est un problème qui a été évoqué, y compris par Isabelle Schnabel, particulièrement, on sait qu'on doit se préparer dès maintenant à cette hausse des prix. Elle n'est pas encore, par le choc lié à la guerre en Ukraine, elle n'est pas encore présente. Mais peut-être que ça amènera effectivement à réviser la cible d'inflation, ce qui est quelque chose qui est tout à fait concevable. Enfin, il est vrai que la Banque centrale ne peut être surchargée et que ces autres politiques que vous avez évoquées pourront jouer. Alors maintenant, est-ce que à elle seule la transition vers le verdissement
ou la révolution digitale vont suffire à relancer la croissance, à faire remonter le taux d'intérêt réel, c'est un grand point d'interrogation. Je ne sais pas s'il est facile d'avoir des questions de la salle. C'est le moment, si vous le voulez, on est très bavard. Allez-y. Alors, normalement, il faudrait un micro. Non, parce que... Oui, mais ça ne sera pas enregistré. Donc, vous allez l'exprimer et puis la résumer en 2 mots. Du coup, merci beaucoup pour la présentation. C'était très intéressant. Ma question est liée avec la baisse des taux et les politiques monétaires recommandantes. Les marchés financiers se sont bénéficiés, disons comme ça, beaucoup bénéficiés, avec des gonflements des prix d'actifs, etc. Et l'inflation, si bien il y a des gens qui disent que c'est plutôt conjoncturel, peut-être structurel, la transition écologique peut être aussi inflationniste. Historiquement, la hausse des taux a été le moyen pour combattre l'inflation. Mais une hausse de taux aussi pourrait affecter ces performances des marchés financiers aujourd'hui. Et personne ne veut une crise financière des formations. Il y a des gens qui disent qu'il y a des bulles qui se sont formées, etc. etc. Et du coup, l'augmentation des taux, c'est une question assez difficile. Du coup, si on veut faire face à l'inflation, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si la hausse des taux a des conséquences? Je pense que c'est la question de la politique monétaire du moment, mais bon, pour voir votre point de vue. Merci. Je ne sais pas qui veut répondre, et peut-être en développant un peu sur l'instabilité financière et les risques que l'on pourrait rencontrer. Donc, effectivement, quand on regarde aujourd'hui les dynamiques, il y a plusieurs dynamiques qui peuvent laisser craindre les risques d'une instabilité financière. Il y a effectivement les points auxquels vous avez fait allusion, les valorisations des actifs qui, pour certains, dépendent du niveau de taux réel très bas. Donc, à la limite, on pourrait imaginer quelque chose qui se corrige d'une manière pas trop agressive et tout ça. Par contre, si ça se fait vite, et c'est souvent ça avec les crises financières, quand il y a des ajustements vite, on a le risque d'avoir des ajustements en face. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même assisté depuis quelques mois à une révalorisation des marchés des actions sans que pour autant ça préoccupe vraiment les banques centraux. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, elle se fait d'une manière relativement ordonnée. Mais c'est clair que si on a la choc combiné, et c'est là où je trouve que ce chemin croisé avec le ralentissement de la croissance, remontée de l'inflation, c'est vrai que c'est un chemin croisé qui pourrait être dangereux. Après, il ne faut pas oublier qu'on a tendance à regarder en Europe, à regarder nos marchés à nous, mais il ne faut pas oublier que la situation de certains pays émergents, pas tous, mais un certain nombre de pays émergents, en particulier les plus endettés et les plus touchés par les chocs des prix. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup de pays émergents, l'alimentaire et l'énergie, c'est une grande partie des paniers de consommation. On pourrait craindre une certaine fragilité à ce niveau-là. Maintenant, c'est quand même très intéressant de ne pas oublier que la Banque centrale a à sa disposition plusieurs outils. Donc, il y a effectivement la politique monétaire, mais il y a aussi la politique macroprudentielle, dont on parle très peu. Et la politique macroprudentielle, la difficulté avec, c'est que c'est quelque chose de théoriquement, qui en théorie, quand on les présente comme ça semble très beau. Parce que l'idée, c'est que quand on voit quelque part dans le système qu'il y a un excès, par exemple, imaginons qu'il y a un excès sur les marchés immobiliers, la macroprudentielle demandera des coûts aux banques, dans ces cas précis, de régulariser son octroi des crédits, réduisant un peu la maturité, imposant un certain ratio sur les ratios des prêts vis-à-vis de la valeur de la bien immobilier. Donc, il y a différents moyens de mettre ça en place. Et comme ça, on calme l'excès dans cette partie des marchés.
Maintenant, il faut s'imaginer qu'on essaie de faire ça sur tous les différents canaux de crédit dans les systèmes et aussi dans les leverages qui est parfois propre au système elle-même. Et vous pouvez imaginer qu'on est dans un système très complexe. Et donc, c'est un outil qui vient très complexe. On voit que ça se fait relativement facilement sur certains segments. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une grande partie des crédits aujourd'hui qui ne passent pas directement par le secteur bancaire, mais qui passent aussi sur les marchés financiers. Et donc, c'est là où on voit que ça commence à être une politique très complexe. Et aujourd'hui, cette politique au niveau européen, elle est nationale. Donc, elle n'est pas centralisée au niveau européen. Donc, vous imaginez la complexité. Mais l'outil est là. Et c'est assez intéressant parce que vous pouvez lire, je vous invite à le faire, le nouvel rapport sur la stabilité financière que la BCE vient de sortir la semaine dernière. C'est une lecture très intéressante. Ben justement, qu'est-ce qu'elle met comme réponse face à votre question qui est posée sur la première page, indirectement, mais elle est posée. Ben, la réponse, c'est justement la politique macro-prudentielle. Donc, c'est une bonne lecture. Merci beaucoup, Michaela. Je vais donner la parole à, si elle le désire, Aurore, si elle veut ajouter quelque chose, parce qu'on approche de la fin. Je ne vais pas occuper le crachoir. Non, tout a été dit là. Je vais, moi, pas faire une synthèse, on n'a pas le temps. Je voulais juste en profiter pour quand même signaler que la BCE, dans son cas, mais c'est le cas aussi aux États-Unis, peut donc utiliser les rachats, enfin, le fait de laisser arriver à maturité les titres qu'elle détenait, voire de revendre des titres si elle veut éponger une partie de la liquidité. Parce qu'on avait dit, attention, cette inflation, elle est due fondamentalement au fait qu'on a créé trop de monnaie. Et je ne résiste donc pas au plaisir de dire que ça conforte l'idée que ça aurait été une erreur que d'annuler la dette. Vous savez que c'est une thèse dont on a beaucoup parlé jusqu'à il y a à peu près un mois, parce qu'on disait qu'il n'y aura pas de nouveau de l'inflation. Eh bien, si, il y a de nouveau de l'inflation, et donc s'il y a trop de liquidités ou des problèmes dans certains secteurs, il peut y avoir une action de la Banque centrale. Elle n'est pas là pour éviter les marchés de faire les yo-yo. Hein. Son objectif, c'est la stabilité des prix des biens et des services, des flux, pas des prix des actifs, mais elle peut en tenir compte lorsqu'il se passe des choses trop graves pour le bon fonctionnement de la politique monétaire. Je ne vais pas vous redonner la parole, je vous remercie en tout cas, et je vous remercie de nous avoir écoutés. À bientôt.